L'explosion d'un silo à grains à Metz, un 4e mort dégagé des décombres aujourd'hui, 8 personnes encore ensevelies. Rencontre Reagan-Gemayel, le président américain appelle au retrait rapide de toutes les forces étrangères du Liban. L'égalité des femmes et des hommes devant le travail, une nouvelle campagne lancée par le ministère des Droits de la Femme. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 morts, 1 blessé grave et 8 personnes toujours ensevelies depuis hier sous des milliers de tonnes d'orge et de béton. Tel est le bilan encore provisoire de l'explosion spectaculaire qui a détruit hier en fin de matinée un silo à grains du port céréalier de Metz. Un important dispositif de secours reste en place dans l'espoir de plus en plus ténu de dégager vivants les 8 disparus. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de la catastrophe. Ce genre d'explosion, qui sévit souvent aux États-Unis, confirme le danger, malgré les précautions techniques requises, de l'accumulation de poussière inflammable dans les silos de ce genre. Sur place, l'enquête de Martine Laroche-Joubert. Angoisse cet après-midi au milieu des décombres de ce que furent les 4 silos des malteries de la Moselle. Décombres d'où l'on retire peu à peu les corps des victimes. Aucun signe n'avait laissé prévoir hier la violence de l'explosion. Les recherches aujourd'hui sont difficiles. Les appareils à ultrasons fonctionnent mal, il y a trop de bruit. Les chiens policiers qui avaient fait leurs preuves après le tremblement de terre d'Al-Asnam en Algérie sont venus de Briançon et marquent l'arrêt au milieu des gravats. Les sauveteurs, eux, luttent contre le découragement. Étant donné la profondeur dans certains cas peut-être, et puis l'isolation par tout contact avec les graines qui ont foulé, c'est relativement difficile. Est-ce que vous conservez un espoir pour ceux qui restent enfermés? L'espoir est toujours là à partir du moment où des victimes sont encore ensevelies. Sur le chantier, ouvriers, experts discutent sur les causes de l'accident. L'hypothèse d'une fermentation de l'orge ayant entraîné des gaz semble exclue. C'est un mélange mal équilibré d'air et de poussière qui aurait déclenché l'explosion. On dit ici que 2 circuits de ventilation étaient arrêtés, mais nul ne peut affirmer que cette catastrophe en est la conséquence. La ventilation, justement, l'équipe Fenk, ceux qui sont malheureusement à l'intérieur, travaillaient à l'amélioration de cette ventilation, qui était à l'origine, lorsque le silo a été construit, la ventilation était pas très bonne. On s'est toujours plaint de cette ventilation-là. Et là, maintenant, elle allait être refaite à neuf. D'ailleurs, il y avait une section qui a déjà été faite. Elle n'était pas entièrement refaite? Non, pas, en cours de réfection. Et vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre l'explosion d'hier et... Je peux pas vous dire. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ce sont des circonstances, un enchevêtrement de circonstances, je ne peux pas vous dire. Il y avait des ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. On vous a peut-être dit qu'il y avait des gars qui se soudaient, qui coupaient au chalumeau. Ce qui peut provoquer des étincelles. Une étincelle, mais oui, la poussière, écoutez, c'est... Écoutez, à ma connaissance, je ne crois pas que ces systèmes étaient défaillants. S'ils étaient défaillants, je le saurais. Est-ce qu'ils n'étaient pas en fonctionnement pour une raison? C'est possible. Mais là, il faudrait que j'interviewe mon directeur technique de l'usine. Les experts discutent, les représentants des compagnies d'assurance sont là. Mais depuis une trentaine d'heures, cet homme attend, seul. Son fils de 22 ans est encore sous les décombres. Les problèmes économiques et sociaux à l'ordre du jour, d'abord à l'Assemblée nationale où les députés ont poursuivi aujourd'hui leur examen du projet de réforme de la sécurité sociale. Problème principal examiné cet après-midi, les cotisations des pré-retraités. Problème sur lequel le gouvernement et le Parti socialiste s'étaient mis d'accord. Les députés ont décidé que les pré-retraités ne devraient pas cotiser à l'assurance vieillesse. En revanche, leur taux de cotisation à l'assurance maladie passera de 2 à 5,5% à partir d'avril prochain. Le vote sur l'ensemble du plan Bérégovoy doit intervenir demain matin. Le ministre des Affaires sociales, M. Bérégovoy, a annoncé aujourd'hui qu'il souhaitait consulter à nouveau chacun des partenaires sociaux pour résoudre le problème du financement de l'assurance chômage. De façon générale, les réunions se multiplient à l'approche de la sortie officielle de la période de blocage des prix et des salaires. Le point, Martine Gilson. Toutes les discussions qui ont lieu actuellement tournent autour d'une seule question. Comment faire passer la pilule de la solidarité, tant en matière de salaire qu'en matière d'allocation chômage? Pour l'instant, pas de rupture, mais une certaine effervescence qui témoigne de 2 comportements différents des organisations syndicales. D'un côté, les réformistes, FO et la CGC,
qui attaquent tout à la fois le gouvernement et le patronat, de l'autre, la CGT et la CFDT, plus proches du gouvernement qui n'ont qu'une seule cible, le patronat. Premier exemple, aujourd'hui, les syndicats de fonctionnaires ont discuté à nouveau salaire chez M. Anicet-Le-Pors, le ministre de la fonction publique. Tout le monde avait refusé les premières propositions salariales, 7,6% d'augmentation en 82, aujourd'hui M. Le-Pors a rajouté 0,5%. Tout le monde avait donc refusé ces propositions, mais seuls FO et la CGC ont menacé de faire grève le 22 octobre si elles n'obtenaient pas satisfaction. Deuxième exemple, aujourd'hui, vous le voyez, la CGT et la CFDT ont manifesté devant le siège du patronat à Paris pour obtenir que le patronat augmente enfin ses cotisations chômage. Ces comportements différents vont sans doute s'accentuer dans les semaines qui viennent à cause des élections prud'homales qui auront lieu à la fin de l'année. Campagne électorale oblige, chacun devra à ce moment-là compter ses troupes. Dès lundi prochain, 1er novembre, hausse des tarifs des transports en région parisienne, une hausse de 9% en moyenne, 10% pour les billets métro et banlieue SNCF. C'est à partir du 1er novembre aussi que les employeurs prendront en charge en région parisienne 40% du coût des titres de transport. Jour doré pour le franc, qui a retrouvé une nouvelle vigueur aujourd'hui face à l'ensemble des devises. Le dollar redescend en dessous de 7 francs 10. La signature proche de l'emprunt de 4 milliards de dollars lancé par l'État français explique ce regain de confiance dans notre devise, même si elle subit toujours le contre-coup de l'annonce ces derniers jours d'un déficit commercial de 12 milliards de francs en septembre. Le redressement de notre commerce international, condition de la réussite de la France, tel est précisément le thème développé aujourd'hui par le président Mitterrand, qui a visité près de Bordeaux une entreprise qui a reçu un Oscar de l'exportation. Le chef de l'État a tenu ainsi, dans cette entreprise spécialisée dans les robots pour l'industrie textile, à souligner la priorité de l'effort national. Nous achetons à l'étranger ce que nous pourrions faire fabriqué en France. Ce que j'ai vu, je le répète, dans cette entreprise, elle n'est pas la seule, heureusement, montre que nous pouvons renverser la tendance et faire que nous cessions d'importer ce qu'il est possible de faire chez nous. Ah, certes, il faut pour cela des entreprises en mesure de supporter la concurrence qui se fait rude. Et je me préoccupe de leurs difficultés. Je veillerai à ce qu'elles s'en sortent. Mais en revanche, il faut aussi qu'elles mobilisent toutes les capacités, les intelligences, les imaginations, les compétences. Elles peuvent le faire, elles le font dans de nombreux cas, dont ce que je constate ici est bien l'illustration. Il faut absolument qu'on se convainque que nous pouvons être les meilleurs, à la condition que nous ayons ensemble une idée forte de notre intérêt national. La disparition de Pierre Mendès France continue d'endeuiller la scène politique française. Le Premier ministre Pierre Mauroy, rentré hier soir de Suède, est allé en début d'après-midi saluer la dépouille de l'ancien président du Conseil. Le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, qui est lui en Chine, a déploré aujourd'hui la disparition d'un homme qui, je cite M. Marchais, a joué un certain rôle dans la vie politique française. Le Parti communiste reste à peine en retrait dans ce concert de louanges qui s'élève maintenant à la mémoire de l'homme d'État disparu, des louanges qui semblent réconcilier autour de la mémoire de Pierre Mendès France toutes sortes de gens, Paul Amar, qui pourtant de son vivant ne l'avait vraiment pas ménagé. C'est vrai, Pierre Mendès France, qui avait été très attaqué, même calomnié par certains hommes de sa génération, aura peut-être réussi un exploit posthume, réconcilier un monde politique français très divisé aujourd'hui. Quelle unanimité hier, et surtout quel hommage. Hommage des gaullistes. Pierre Mendès France a été pourtant l'un des plus farouches adversaires de Charles de Gaulle. Hommage des communistes. L'ancien président du Conseil n'avait pourtant jamais voulu coopérer avec eux. Hommage enfin des socialistes qui sont bien sûr sincères, mais qui n'ont pas toujours appliqué les principes politiques de Pierre Mendès France depuis qu'ils sont au pouvoir, qui n'ont pas modifié par exemple les institutions de la Ve République qu'il avait vraiment et vivement contestées. Alors c'est sans doute par pudeur et par tact
que tous les partis politiques ont ainsi gommé ces divergences. Ils n'ont voulu retenir que la sincérité, la clairvoyance, l'honnêteté de Pierre Mendès France. On a même un peu l'impression que par un étrange phénomène d'identification, tous les hommes politiques, de droite ou de gauche, se retrouvent en lui et le considéreraient volontiers comme un père spirituel. L'opposition parce qu'elle apprécie en lui la rigueur, la gauche tout simplement parce qu'elle reconnaît l'un des siens. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'exploit. Pierre Mendès France aura peut-être réussi ce qu'aucun homme politique n'avait réussi auparavant, créer un seul parti en France, le parti des mendésistes. J'exagère un peu, un seul homme l'avait fait dans notre histoire contemporaine, l'avait réalisé auparavant, Charles de Gaulle, dans les mêmes conditions. Un jour, tous les hommes politiques de droite et de gauche se sont découverts plus ou moins gaullistes, à des titres divers. C'était en 1969, quelques heures après sa mort. C'est demain, en toute intimité, selon sa volonté, que Pierre Mendès France sera incinéré. Demain, le président libanais, Amin Gemayel, arrivera à Paris pour s'entretenir avec le président Mitterrand des problèmes du Liban et du Proche-Orient. Le président libanais était aujourd'hui à Washington, où il a été reçu par le président Reagan, qui a souligné l'identité de vue entre leurs deux pays et qui a appelé une nouvelle fois à un retrait rapide de toutes les forces étrangères du Liban. Philippe Rochaud. Avant même son entretien avec Ronald Reagan, Amin Gemayel savait déjà que son appel, lancé hier soir à la tribune des Nations Unies pour un retrait des forces étrangères du Liban, avait été entendu. Le soutien presque total de l'Amérique de Ronald Reagan au nouveau président libanais est frappant. Le chef de la Maison-Blanche a promis à Amin Gemayel que la diplomatie américaine allait tout mettre en œuvre pour obtenir le retrait total des forces israéliennes et syriennes. Déjà, des progrès ont été faits, mais en réaffirmant le soutien américain à la souveraineté du Liban, Reagan a fait sentir à son interlocuteur que ça ne serait pas facile. Les Syriens entendent se retirer dans l'honneur, les Israéliens veulent des garanties que le Liban Sud ne sera pas de nouveau livré aux fédayines, mais surtout aucune force étrangère ne veut évacuer le Liban la première. Amin Gemayel, de son côté, a demandé à Ronald Reagan qu'il augmente les effectifs de la force multinationale afin d'accélérer le retrait des forces syriennes et israéliennes du Liban. Il n'a pas obtenu l'accord américain, mais avant de prendre l'avion pour Paris, il ne cachait pas son optimisme. Amin Gemayel pense que dans moins d'un an, la souveraineté nationale sera restaurée sur l'ensemble du territoire libanais. Nouvelles inculpations liées à l'affaire du Coral, ce centre pour jeunes handicapés qui aurait été entraîné dans un réseau de balais bleus. 3 personnes, dont un professeur de philosophie à l'université de Paris 8, ont été inculpées aujourd'hui d'incitation de mineurs à la débauche. 100 000 affiches, un spot publicitaire, des messages téléphoniques, c'est avec vigueur et détermination que Mme Yvette Roudy, le ministre des Droits de la Femme, a annoncé aujourd'hui une nouvelle campagne de presse destinée cette fois à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes devant le travail. Une loi qui sera déposée au Parlement en décembre prochain officialisera le dispositif qui a donc pour but de changer nos mœurs et de donner aux femmes davantage d'atouts dans les textes en tout cas pour revendiquer leur place dans les métiers qu'elles entreprennent. Paul Lefebvre. Oui, les propositions qu'Yvette Roudy veut soumettre au Conseil des ministres et ensuite au Parlement vont avoir pour conséquence de modifier le Code du travail et pour objectif d'organiser la véritable égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail. Par exemple, l'égalité dans l'embauche, aucune discrimination, aucune distinction de sexe sauf pour les travails de nuit dans les métiers industriels ou les transferts de charges de plus de 25 kilos, c'est important. Aucune discrimination en matière de salaire, de conditions de travail ou de promotion. Aucun licenciement pour des raisons fondées sur le sexe. Aucun avantage non plus fondé sur le sexe. Alors déjà, un certain nombre de dispositions existent dans la loi, mais il faut bien avouer qu'elles sont rarement appliquées correctement. Alors le ministre des Droits de la Femme propose donc essentiellement 2 dispositions nouvelles. La femme qui s'estime l'objet d'une discrimination sexiste peut porter plainte devant un tribunal prud'homal ou pénal contre son employeur. Si elle n'ose pas le faire, ça c'est très important comme disposition, si elle n'ose pas le faire, un syndicat peut le faire à sa place. Enfin, si cette femme gagne son procès et qu'elle ne veuille pas être réintégrée, c'est son droit, dans l'entreprise, parfois c'est des conditions un peu particulières, l'employeur lui devra une indemnité de 6 mois de salaire. Alors à cela s'ajoute une série de dispositions permettant au comité d'entreprise de surveiller la situation et les situations litigieuses dans les entreprises. Sous leur aspect de bon sens, les propositions de Mme Roudy recouvrent en réalité une modification profonde des textes, mais aussi des mentalités. Paul, une question indiscrète à ce sujet. Est-ce que vous avez fait votre lit ce matin ?
Ah non? Non, parce que c'est pas ma femme non plus qui l'a fait. Ah bon, parce que dans un sondage très révélateur publié par Femmes Pratiques, on constate que 14% des hommes seulement dans les ménages font le lit conjugal contre 83% des femmes, même si sur le papier, près de la moitié des Français sont pour le partage des tâches ménagères, et je suis sûr, Paul Lefebvre, que c'est votre cas. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'hommes qui partent plutôt que les femmes. Elles dorment derrière. Ah bon, pas toutes. Dès qu'il s'agit, en tout cas, de trouver un emploi, c'est vrai, hommes et femmes n'ont pas les mêmes chances, d'autant plus que la panoplie de certaines agences spécialisées dans le recrutement s'enrichit maintenant d'une nouvelle méthode, l'audiovisuel. Et il s'agit alors aussi de bien passer à l'image. Serge Richez. L'annonce indiquait « Importante société nouvelle recherche représentant confirmé libre de suite ». Mathieu Delage, 50 ans, représentant d'assurance au chômage, est libre de suite depuis 6 mois déjà. Premier indice étrange, cette convocation à l'agence. Deuxième surprise, on s'attend à être reçu par le chef du personnel et l'on se retrouve dans un studio, face à 2 écrans de télévision, un caméraman, une animatrice psychologue de formation, voix douce et questionnaire rédigés par l'entreprise. Immédiatement sur l'écran apparaissent les premières images d'un film qui vous présente votre futur lieu de travail comme si vous y étiez déjà. Quelques minutes de répit, le temps de vous adapter, et maintenant, silence, on tourne, à vous de jouer. Bien, alors vous travaillez dans les assurances depuis plusieurs années. Bon, alors, la caméra observe, position des mains sur ou sous la table, bras croisés, orientation du regard, hésitation verbale, tout, absolument tout, est enregistrable. Fin de l'entretien, 10 minutes pour convaincre, c'est la durée moyenne de ce genre d'exercice très particulier. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, vous êtes invité à vous revoir. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions pour ce qui en est de ce premier entretien. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Ce que je peux vous dire, c'est que je voudrais bien que ça marche, parce que ça m'intéresse tout particulièrement. Si vous estimez avoir donné une mauvaise image de vous-même, vous avez la possibilité de recommencer l'entretien. 28 candidats avaient téléphoné pour cette offre d'emploi. Après entretien téléphonique, 7 ont été retenus. Tous vont passer successivement dans ce studio. Mais aucun ne souhaitera refaire l'entretien. Ils reconnaissent la valeur de cette nouvelle méthode. Pourtant, lors du visionnage, ils sont tous gênés par leurs prestations. Puisque dans l'industrie, j'ai eu affaire aux industriels, aux quincailliers, à certaines grandes surfaces, au service bricolage. Oui. En photo, je suis pas valable, moi, en photo. Ah, tenez, alors vous me donnez... Alors vous signez ça. Vous allez voir quand même 5 minutes, hein. Je suis pas bon en photo. À peine le dernier candidat a passé, un responsable de l'entreprise est déjà au travail. Coût pour l'entreprise par candidat filmé, 500 francs. 20 grandes entreprises françaises utilisent déjà cette nouvelle méthode. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu un voyeur, là, en voyant les gens? Pas du tout. Non, j'ai l'impression plutôt d'être en face de l'individu et de... Il est quand même pas là, ça facilite les choses pour vous de ne pas l'avoir en face, mais de pouvoir le regarder comme ça, discrètement? Ça facilite du point de vue de la réflexion. On peut revenir dessus, le revoir. Accepteriez-vous de partir? Les psychologues sont unanimes. À l'écran, on ne peut cacher longtemps sa vraie personnalité. Trop d'indices visuels qui éclairent notre tempérament échappent à notre contrôle. Alors, à l'âge du magnétoscope, notre avenir professionnel pourrait bien dépendre très prochainement d'une simple pression d'un doigt sur une commande à distance. L'année 82 est une bonne année, en tout cas dans les vignes où les vendanges, aussi bien pour les producteurs de champagne que de cognac, les vendanges sont très prometteuses. Mais les vignerons ne sont jamais contents et dans le pays du cognac, on craint que l'abondance n'ait aussi son revers. Jean-Louis Calmejane. Si le millésime 1865 restera longtemps gravé dans la mémoire des producteurs de cognac comme étant de très bonne qualité, 1982 sera aussi une année exceptionnelle, non seulement par la qualité, mais aussi et surtout par la quantité des vendanges.
Jamais de mémoire de Cognacé, on n'avait vu autant de raisins dans les vignes, et jamais d'une si belle qualité. Et pourtant, il y a 3 ans déjà, certains viticulteurs avaient stocké provisoirement leurs récoltes dans des piscines. Et cette année, tout irait bien si justement ne se posait pas ce problème de surproduction. Dans quelques jours, nous ne saurons plus où loger notre vin parce que nous avons une très belle récolte, tant au point de vue qualité que quantité. Mais ce qui nous inquiète, c'est que les intentions d'achat du négoce de Cognac représentent à peine la moitié des volumes que nous allons produire. Et nous sommes donc amenés à apporter du vin dans d'autres débouchés, dans d'autres directions. En particulier, nous risquons de gêner nos voisins de la Gironde et ceux du Midi et descendre les prix, abattre les prix dans ces régions-là. C'est la raison pour laquelle nous voudrions pouvoir appliquer ici, dans cette région de Cognac, les distillations communautaires qui sont prévues par Bruxelles et qui ont été réglementées par Paris. Mais voilà, la lenteur de l'administration française n'arrange rien et les décisions européennes risquent de ne pas être appliquées cette année en France, du moins à Cognac, ce qui n'est pas le cas en Italie par exemple. Mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres et ce sont les tonneliers qui se frottent les mains. Eux savent que le cognac sera de toute façon abondant et les commandes vont d'ailleurs bon train. Ici, ces tonneliers payés à la pièce vont jusqu'à fabriquer 9 barriques par jour. Les négociants, quant à eux, s'interrogent. Jusqu'à aujourd'hui, 80% de ces bouteilles de cognac étaient destinées à l'exportation et rapportaient près de 4 milliards de francs en devises, l'équivalent de ce que nous importons en soja. Mais cette année, pour la première fois, les ventes à l'étranger ont baissé et les négociants s'interrogent sur l'instauration d'une vignette touchant chaque bouteille de cognac et sur ses conséquences tant sur le marché français qu'à l'exportation. Le marché français, lui, est très important également, puisqu'il représente malgré tout 16 millions de bouteilles. Et là, nous avons des inquiétudes immédiates avec l'annonce de la vignette qui représente une aggravation considérable du poids de la fiscalité sur le cognac vendu en France. Or, le cognac vendu en France intéresse tout le monde, les petites et moyennes entreprises, les viticulteurs même, qui quelquefois vendent leur récolte, et les maisons exportatrices pour lesquelles le marché français est une vitrine permanente. L'argument principal des producteurs et des négociants, pour une fois réunis, est que les alcools de plus de 25 degrés qui vont être taxés ne représentent que 12% de la consommation française d'alcool. Et une fois de plus, disent-ils, le cognac va être taxé, lui qui a subi en 4 ans déjà une augmentation de 156% de taxes diverses. Mais cela n'empêche pas les viticulteurs charentais de suivre le progrès et d'utiliser des machines à vendanger comme ici. Plus de 35% du vignoble est déjà équipé de ce genre d'engin. En Charente aussi, la tradition fout le camp. Justement, mieux vaut préserver nos sites, nos traditions, notre paysage, plutôt que créer des emplois. Telle est en substance la philosophie de l'histoire que viennent de vivre les habitants d'Accous dans le Béarn. Ils ont décidé dans ce sens en toute démocratie puisqu'ils ont voté. Isabelle Béchler et Bernard Brook. Voici un poueil. En patois béarnais, c'est une montagne, une colline. À Accous, s'il est question d'y faire une carrière, autant dire que les brebis n'y viendront plus. Ils viendront plus ici. Et ils iront où? Et au lieu de les mettre ici, on les rentrera dans la bergerie. Mais tu auras du travail quand même. Ah ouais. Mais seulement tu viendras plus par ici. Ah non. Et la fougère, ce sera fini aussi. Fini. On devra acheter la paille. Fougère vient du pouey. Et on se sert de la fougère, les agriculteurs ici servent de la fougère, du pouey, pour faire leur litière toute l'année. Les agriculteurs qui sont encore en place forcent encore la fougère et ça leur permet d'économiser 3 000 francs par an. Plus encore que l'incidence sur les habitudes quotidiennes, il faudra soigneusement étudier les avantages économiques et les nuisances pour l'environnement. Mais une telle étude coûterait plus d'1 million de francs. Alors le maire a décidé qu'on voterait pour mettre un terme à la bagarre qui agite Accous. Car sur la place du village, chacun y va de ses intérêts et de ses arguments. Le fait que je sois pour, c'est surtout la génération d'emplois pour le pays. Le fait que ce pays se repeuple, que les gens vivent ici, ne partent pas, et que parce qu'il n'y aura pas 30 emplois pour les gens du pays, c'est évident, il y a eu certaines qualifications qui sont demandées parfois, mais des gens venant de l'extérieur s'implanteront ici, habiteront ici, et vivront ici, dépenseront leur argent également ici, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que l'Ofite, quand on n'a plus de Vérise, c'est un désherbant. On s'en sert pour mettre sur les voies de chemin de fer. Bon, alors il n'y a qu'à voir ce que sera le Pouey, ce que sera la plaine dans 40 ans, il n'y aura plus rien, ça sera un véritable désert. Déjà, les agriculteurs qui sont là, qui sont les seuls à rester parce qu'ils ont quelque chose à faire, foutront le camp aussi, parce qu'il n'y aura plus rien.
En effet, depuis le début du siècle, la vallée se dépeuple. De 1800 habitants en 1918, Akous n'en a plus que 370. Et pour certains, la carrière était le dernier espoir d'inverser la tendance. Mais pourtant, ce sont les noms qui se sont accumulés dans l'urne, des noms sentimentaux, des noms de confort, des noms de tradition. Donc, 215. Je n'ai pas à regretter le vote, c'est la démocratie. Maintenant, regretter des emplois, il est certain qu'on ne peut que regretter des emplois. Il est certain, comme je vous disais, comme beaucoup disaient, que si on nous avait donné le choix entre 30 emplois de carrière et 30 emplois propres venant du tourisme, sans hésiter, nous choisirions ces 30 emplois. Pour l'industriel qui avait choisi le site et voulait engager les études d'impact pour extraire l'ophyte du Pouey, c'est aussi la déception. Nous avions espéré créer en 40 emplois, une partie en carrière, et dans le temps, nous espérions également pouvoir créer une activité, genre activité marbrière, puisque la pierre est d'une jolie couleur et se prêtait peut-être à une activité de ce genre. Les Accusiens ont donc décidé qu'on ne rongerait pas leur montagne pendant les 40 ans à venir. Ils ont dit non aux emplois poussiéreux de la carrière. Reste à savoir si les touristes qu'ils espèrent leur en sauront gré. Alain Gillot-Pétré avec une superbe pochette bicolore. Alors, quel temps nous annonce-t-elle pour demain ? Bien, il y a du jaune pour le soleil et il y a du gris pour les nuages. Mais je vous annonce surtout les premières gelées. Les premières gelées depuis l'hiver dernier, de faibles gelées, mais tout de même. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez la photo satellite. Voilà. Vous reconnaissez aisément les côtes de la France. Je n'ai pas dessiné les contours puisque voici le Cotentin, la Bretagne, le golfe de Gascogne et l'Espagne ici. Pourquoi ? Eh bien parce que, certes, il y avait des nuages cet après-midi, en début d'après-midi, sur le sud-est du pays, mais là, regardez, il n'y en avait pas. Autrement dit, la chaleur qui s'est emmagasinée aujourd'hui va s'en aller. Elle va s'en aller dans les hautes couches de l'atmosphère et les nuages ne la retiendra pas, cette chaleur. Donc, il va y avoir des gelées. Regardez aussi au passage cette zone de pluie qui demain va glisser, va effleurer le nord-ouest du pays. En détail maintenant sur notre carte, nous allons monter du sud vers le nord. Sur la Méditerranée, cela va s'arranger. Après que les nuages auront été abondants le matin, l'après-midi, de belles éclaircies prendront leur place. Allons de l'autre côté maintenant, sur le nord-ouest. La perturbation que vous avez vue va effleurer donc le nord-ouest, donnant quelques bruines sur les côtes de la Manche, des vents de sud-ouest assez forts en Manche également. L'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques éclaircies. Cette zone-là devrait, dans la journée, atteindre le centre et le bassin parisien. Sur la grande majeure partie de la France, donc beaucoup de brouillard le matin à cause d'un anticyclone qui s'est formé et qui donc va dégager l'atmosphère. C'est pourquoi j'ai indiqué ces 0 degrés, ce 0 degré qui va du massif central au nord-est. C'est là que se situeront les gelées demain matin. Mais l'après-midi, après dissipation des brouillards, c'est du beau temps avec bien entendu quelques passages nuageux. Les températures maintenant restent douces. Partout, très uniforme, 14 degrés minimum à Nancy, 18 degrés sur tout le sud de la France, et vous noterez les 17 degrés de Brest, parce que c'est le secteur chaud de la perturbation qui va aborder demain la France. Enfin, sachez que demain c'est mercredi 20 octobre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h19, couché 17h51, c'est la Sainte Adeline ou Aline, c'est également la fête de Saint Capret, qui est le patron d'Agen. Bonne fête Agen. À 23h15, dernier journal avec Jacques Merlino. Je vous rappelle les deux titres principaux ce soir. L'explosion d'un silo à grains à Metz. 8 personnes sont toujours sous les décombres. Un 4e mort a été dégagé aujourd'hui. Proche-Orient, le président libanais Amin Gemayel demain à Paris pour s'entretenir avec le président Mitterrand. Voilà, demain, antenne de midi avec Daniel Bilalian. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.